Merci beaucoup pour ces trois présentations des tableaux cliniques différents et des gravités différentes et des séquelles aussi différentes, mais toujours des séquelles. Est-ce que donc maintenant la discussion est ouverte et est-ce que dans la salle, quelqu'un veut prendre la parole et réagir sur soit sur la difficulté de diagnostic initial? Oui, oui. Oui, merci. Caroline Ray. Je voulais rebondir sur l'observation qu'a faite Barbara Tisseron, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé ce matin quand j'ai parlé de la radiologie, pour dire c'est vrai qu'un examen de scanner qui peut paraître normal au début, surtout parce qu'il y a beaucoup d'œdème, je pense aussi cérébral. Il ne faut pas hésiter à le répéter au bout de quelques heures si effectivement, cliniquement, on a des éléments en faveur. Donc ça, je crois que c'est un message aussi important à donner aujourd'hui sur ne pas hésiter à répéter cet examen au bout de quelques heures si vraiment on a une arrière-pensée de quelque chose d'intracrânien. Tout à fait, juste pour rebondir, effectivement, il faut être... la courbe de périmètre crânien avait été bien analysée, on dit qu'elle avait pris plus 3 cm donc, en moins d'un mois. Donc forcément, il faut imaginer que les ventricules étaient un petit peu dilatés, les espaces sous-arachnoïdiens étaient un peu dilatés. Et là, on ne le voyait pas du tout. Donc ça témoignait déjà de l'œdème qui... Donc ce premier scanner, en fait, il y avait déjà un œdème. Mais bon, ça n'a pas changé... la prise en charge de toute façon en réanimation, mais effectivement. Oui, je voulais vous demander, on dit quand je suis médecin que normalement on ne doit pas enquêter, mais j'ai commencé par des remplacements de campagne et après ça j'ai travaillé en ZEP comme médecin scolaire et donc j'ai été très tôt au courant des bébés secoués parce que je me rends encore en tant que sapiteur pour les cas difficiles où je travaille avec des avocats et avec Paris Descartes en médecine légale, au domicile et on se rend compte d'énormément de choses. Or maintenant, très peu de médecins se déplacent et donc quand on voit les conditions de vie, parce que moi ce que je m'étais rendu compte, c'était des jeunes parents qui étaient dans des HLM où tout le monde rouspétait si le bébé criait et que en fait c'est très difficile. Et puis alors il y a aussi Édouard Durand qui dit qu'il faut protéger la mère pour protéger les enfants et donc j'ai fait une partie du DU de psychotrauma. On n'a pas tendance à considérer qu'il pourrait y avoir quelque chose dans le couple, par exemple, et surveiller, mais gentiment, pas un contrôle, enfin, de façon de voir si la mère a des voisins, etc. Parce que moi, je suis médecin de prévention à l'origine. Donc, essayez de prévenir, parce que des séquelles comme ça, comme les 2 jumelles, c'est intolérable que ça se trouve encore dans une société civilisée où, normalement, on devrait un peu avoir de compassion pour ses voisins, il me semble. Voilà. Ce que vous en pensez. Donc là était abordée la question de la prévention de ces situations dramatiques, mais la prévention elle doit se porter pour toutes les situations parce que personne ne peut savoir au départ si ça sera un handicap très sévère, modéré ou mineur. Donc là, la question qui était posée autour de ces 3 cas cliniques, c'est vraiment faire le diagnostic, aboutir. Mais c'est vrai que tout ce qui a été fait en amont en prévention est difficile à analyser après lorsqu'on reçoit les enfants au niveau des urgences. Et ça met en place une réflexion qui doit être beaucoup plus globale sur effectivement la prévention et les messages qu'on doit faire passer dans ce cadre-là, les difficultés sociétales, tout en sachant que, et ça a bien été redit, souvent les diagnostics manqués, c'est plutôt dans les familles où il n'y a absolument aucun problème, entre guillemets, socio-économique, où ça a été montré dans différentes études. Donc là, c'est une réflexion qu'il faut avoir, mais qui aborde beaucoup de sujets sociétaux, et c'est difficile de dire uniquement c'est parce que les voisins n'ont pas aidé que ces enfants sont arrivés dans cet état et ont un tableau aussi grave. Ça, c'est un raccourci.
Oui, bien sûr, des difficultés, bien sûr. Mais peut-être effectivement, on peut penser que des visites à domicile mieux faites, plus fréquentes chez cette famille où il y avait ces jumelles, où il y avait déjà eu des histoires avec la chute du cosy qui était un petit peu, voilà, des hématomes manifestement qui étaient arrivés un peu au préalable, ça c'est sûr. Justement, Michel Créov, vice-présidente du Conseil national de protection de l'enfance, sur le dernier cas qu'a présenté Barbara Tisseron, si j'ai bien tout suivi, il y avait des antécédents d'échymose. Et quand on voit la fin de l'histoire où les 2 petites filles sont retournées à domicile et où seul le papa a été condamné, on peut se poser la question, mais c'est vraiment une question que je pose, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il en est, je dirais, de la posture maternelle de protection, si des échymoses ont existé avant, et donc si les enfants ont déjà été frappés avant qu'il y ait cet incident de secouement. Oui, moi, le positionnement de la maman, moi, m'a beaucoup questionnée parce qu'en fait, moi, j'étais là. C'est pas moi qui les ai reçus aux urgences. En revanche, j'étais là le lendemain matin quand la petite s'est aggravée secondairement à 9h le matin. C'est moi qui ai fait le signalement. Et quand j'ai parlé à la maman de traumatisme, la maman, elle avait les yeux dans le vague, elle réagissait pas. Enfin, j'étais vraiment perplexe sur l'absence de réaction de la maman. Cette maman, elle m'a beaucoup questionnée sur sa façon de réagir. Ensuite, les infirmières l'avaient retrouvée en bas du bâtiment de pédiatrie, rigolant au téléphone, alors que ses 2 jumelles étaient en réanimation. Enfin, cette maman, elle nous a beaucoup, beaucoup questionnés. Alors maintenant, elle est... voilà, elle s'occupe de ces 2 petites filles qui sont extrêmement handicapées et tout le monde dit qu'elle est très présente pour ces 2 petites filles. Mais voilà, et elle a bien dit, c'est elle qui m'a dit, il y a 3 semaines, elle avait des échymoses sur le visage. Et sa petite, elle avait à ce moment-là, elle avait 3 semaines. Qu'est-ce qu'on fait de ça quand on est maman et qu'on ne réagit pas et effectivement, on peut se questionner. Hein. Alors, bon. Ouais, pour reprendre votre questionnement, et ce qui m'a frappé, parce que des situations comme ça, je pense qu'on en a tous vécu, mais c'est aussi le traitement après du signalement qui est de façon différente. C'est vrai que, très sincèrement, une situation comme ça, en règle générale, en plus, c'est 2 enfants qui ont un polyhandicap très sévère. Avant le retour à domicile, il y a un placement en centre de rééducation pour enfants qui donne aussi le temps de faire l'enquête globale. Et c'est vrai qu'on a tous été un peu surpris de lire retour à domicile immédiate. Oui. Voilà, même si elles ont été restituées tout manifestement de suite. Le père avait avoué tout de suite, mais quand même, voilà, la part de... bon, ça questionne. Après, on n'a pas tous les éléments du dossier, c'est toujours très difficile sur une histoire, mais c'est vrai que c'était la question qu'on avait dans le sens protection. Oui, donc pour rebondir là-dessus, moi je suis avocat à Paris, et c'est bien en fait la dissociation entre le signalement et la partie judiciaire. Le corps médical doit signaler, et c'est pas à lui de dire qui est l'auteur, etc. Et après, il y a une enquête qui dit, effectivement, c'est le père et on rend l'enfant à la mère, même si, effectivement, la décision est très surprenante. Et quand on voit que le papa a pris 12 ans d'emprisonnement, il faut quand même savoir que au bout de 6 ans, il sera libérable en conditionnel et qu'il ressortira parce qu'on considérera qu'aux yeux de la société, il a payé sa faute, et qu'il la réitérera peut-être pas, ou il la réitérera parce qu'il recommencera sa vie et il n'aura pas forcément un suivi dans son dossier qui fera qu'on l'empêchera de repasser à l'acte. Mais effectivement, en tant que médecin, il fallait faire un signalement, le signalement a été fait. Et après, c'est à la justice de gérer. Bien sûr. Mais c'est les traitements, voilà. Exactement. Je suis d'accord avec vous. En revanche, je pense que quand on est médecin et qu'on donne des informations qui sont, me semble-t-il, à la justice, alors je ne sais pas où est le procureur, mais
qui sont, me semble-t-il, primordiales parce qu'on va leur donner... alors, il y a ce qu'on va écrire et il y a aussi l'appel téléphonique parce que moi, sur ces situations extrêmement graves, j'assortis toujours mon écrit d'un appel téléphonique pour donner mon ressenti parce qu'il y a ce qu'on peut écrire et notre ressenti aussi. Et ce qu'on ne peut pas toujours retranscrire, voilà, c'est pas toujours facile. Et je pense que tout ce ressenti-là, je pense que c'est des choses qui sont importantes aussi pour les magistrats de savoir comment les parents ont réagi, comment ils n'ont pas réagi, est-ce qu'il y a de la colère, pas de la colère. Est-ce qu'ils se sont sentis accusés, pas accusés? Comment ils ont réagi quand on leur a dit qu'on faisait un signalement? Enfin, il me semble, voilà, il me semble que quand il y a quelque chose qui nous dérange, quand on fait ce signalement, ce ressenti-là, enfin, peut-être que, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres praticiens qui peuvent donner leur ressenti par rapport à ça, mais il me semble que c'est important qu'on puisse, je ne sais pas si les magistrats peuvent dire si ça leur semble important ou pas. Oui. Bonjour, à Mariette Lamsani, je suis juge d'instruction spécialisée pour les mineurs au tribunal de grande instance de Paris. Et du coup, j'aimerais compléter le propos de l'avocat qui est intervenu sur cette notion de ressenti. Mettez le micro un peu Pardon. plus. Voilà. Oui. Merci. Je suis juge d'instruction spécialisée pour les mineurs à Paris et je voudrais compléter et rejoindre ce qu'a pu dire l'avocat qui est intervenu. Je trouve que sur cette notion de ressenti, c'est très compliqué pour nous, professionnels du droit. Le ressenti n'est pas un élément d'un dossier judiciaire. Et sur une question de problématique de placement de mineurs, alors je ne suis pas juge des enfants, il y a des représentants du parquet de Paris qui seront plus habilités que moi à le dire. Sur une question de placement, on ne peut pas se fonder sur une question de ressenti. De perception d'un praticien médical, on a besoin d'écrits qui retranscrivent aussi cette question du parent apeuré, du parent qui a le bon positionnement, parce que ce qu'on se sera dit au téléphone n'aura aucune valeur dans le cadre d'un débat contradictoire. Les avocats ne sont pas partis à cette discussion, les parents n'ont pas connaissance de ce ressenti-là, et nous, en tant que magistrats, on a besoin de fonder des décisions écrites qui sont susceptibles de recours et qui justifient un engagement de la part des professionnels. Juste sur ce point-là, et sur la question précédente du retour à domicile de ces jeunes filles, je vous avoue, quand j'ai lu vos comptes rendus, je me suis dit aussi le retour est précoce. Mais je pense aussi qu'il y a d'autres professionnels de la petite enfance dans cette salle-là. La question est évaluée, c'est tout le travail d'un juge des enfants. La question est évaluée par des éducateurs spécialisés, par le parquet, par un juge des enfants dans le cadre d'audience. Et je pense que cette évaluation-là relève aussi à la fois des professionnels de la justice et de la petite enfance sur le moment opportun du retour et sur l'existence ou pas d'un danger. On a on est aussi, on nourrit notre conviction de multiples avis et je pense que c'est des décisions qui sont importantes, mesurées, motivées et susceptibles de recours. Donc je pense que c'est important. Alors, je vais juste me reprendre sur le ressenti parce que ça fait 15 ans que je fais de la maltraitance. Je ne voudrais pas que vous me mépreniez sur mes propos. Je fais des signalements, je pense, extrêmement précis et je ne donne pas un écrit sur des ressentis. Donc, mon écrit, je vais le faire très précisément et je vais donner des choses très précises aux magistrats. En revanche, je pense que sur des choses extrêmement graves, je pense que c'est important de parler aux magistrats en direct pour donner son ressenti sur la situation. Et c'est pas la même chose de juste retranscrire un écrit et de le passer comme ça par fax que de dire au magistrat, voilà, je vous appelle parce que je suis en train de vous faire un signalement pour une situation qui me préoccupe énormément. Voilà la situation, je vous explique pourquoi je suis très inquiète. C'est pas que un ressenti, c'est expliquer toute la situation, pourquoi je suis inquiète. Quand je dis ressenti, c'est expliquer la situation et c'est expliquer pourquoi je suis inquiète, comment j'ai parlé aux parents, qu'est-ce que je leur ai expliqué, qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils ne savent pas. C'est expliquer toute la situation et pourquoi je suis très inquiète là maintenant et pourquoi je l'appelle, pourquoi je prends le temps de décrocher mon téléphone. C'est pas juste dire je pense que c'est la mère ou je pense que c'est le père, parce que ça, moi, j'en sais rien et c'est pas mon travail. Et je me permettrai jamais de dire ça. C'est vraiment dire, je décroche mon téléphone, je vous appelle parce que là, moi, j'ai un bébé, je pense qu'il est secoué et je voudrais que vous soyez au courant et que vous lisiez pas l'écrit dans 2 heures. Une question? Non, là, il y avait un commentaire, là, excusez-moi. Martine.
Non. Merci. Ah, super. Merci. Donc, Martine Balançon, pédiatre légiste. J'ai effectivement, on se connaît bien avec Barbara. Et effectivement, je pense que c'est important ce que tu dis, Barbara, parce que nos échanges sont importants au sens où, quand tu parles de contact téléphonique, c'est quelque chose qu'on fait souvent à Rennes, c'est dans le cadre de nos bonnes relations avec le parquet. C'est dans le cadre de je ne veux pas que vous lisiez ce signalement dans 2 heures. C'est du travail d'équipe, c'est du tuilage, et c'est certainement pas l'idée de vouloir impacter sur une procédure qui appartient à la justice. Ça, je pense que c'est la première chose. Et je voudrais pas, en tous les cas, qu'on puisse remettre en cause, par la remarque de notre collègue juge d'instruction, qui est tout à fait fondée, il n'y a pas de souci, mais les bonnes relations qui sont les nôtres et qu'on doit continuer à entretenir, je dirais, à n'importe quel prix, finalement. Ça, c'est ma première remarque. Et la deuxième remarque, c'est parce que j'avais le micro, c'est aussi de se dire, j'ai un peu le sentiment que dans ces situations de secouement, on peut se dire aussi que l'état clinique des enfants est tellement grave qu'en soi, je pense que ça constitue en soi pour les parents une peine et que finalement, il y a peut-être, ça a été abordé ce matin, mais un cran différent dans la peine qui est prononcée à l'égard là en l'occurrence du père qui est auteur. En tous les cas, c'est un peu l'idée que je me fais peut-être à tort. C'est difficile. Il y avait une autre question. Oui, donc Catherine Rechter, chef du parquet des mineurs de Versailles. Nous sommes en liaison très fréquente, malheureusement, pour des signalements de maltraitance. Et un peu trop souvent, nous le constatons depuis quelques mois, pour des signalements d'enfants secoués, que ce soit avec les hôpitaux, les services des hôpitaux pédiatriques, des services pédiatriques des Yvelines, mais également l'hôpital Necker, parce que les enfants sont souvent transférés en dehors du département. On a toujours un échange préalable avec le médecin qui nous explique ce qu'il va mettre dans son signalement, de façon à ce qu'on comprenne bien, puisque nous ne sommes pas médecins, de quoi il s'agit. Et tous les signalements que nous recevons ne sont pas sous la seule signature du médecin. Il y a également le compte-rendu de l'assistante sociale qui fait une première évaluation. Je voudrais insister sur ce point parce que nous ne recevons que des signalements des services hospitaliers. Nous ne recevons quasiment jamais de signalements de médecins exerçant médecine libérale, et on sent bien qu'il faut une équipe pour pouvoir formaliser, finaliser, et évidemment le parquet à ce stade, je pense, doit être informé, en tout cas faire partie de cette synergie d'évaluation. Dans le dernier cas que vous avez cité, j'ai cru comprendre que seuls les parents s'occupaient des jumelles, qu'il n'y avait pas d'intervenants autour d'eux. Donc c'est des situations, lorsque nous les abordons sur le plan pénal, qui nous apparaissent simples, puisque nous avons 2 suspects. La véritable difficulté, et c'est là où il peut y avoir un risque dans un signalement, c'est qu'il y a un environnement multiple autour de l'enfant, famille élargie, nourrice, babysitter, et vous n'avez que 2 parents à l'hôpital. Et malgré tout, le parquet va prendre des décisions qui sont importantes, notamment décider de placer des enfants, parce qu'il part du principe que tout le monde est suspect. Et donc, on a des parents qui n'ont rien à voir avec les violences qui ont été faites à leurs enfants ou à leurs enfants, qui se retrouvent en garde à vue, dont les enfants sont placés et qui attendent des mois de pouvoir récupérer leur enfant, parce qu'il faut des expertises. Et de cette qualité de l'information au départ, ça va aussi conditionner des décisions qui sont prises
pour les prises en charge des enfants. Donc pour nous, parquet, ce qui est très important, c'est d'essayer au départ d'éviter de rajouter du drame au drame et de prendre aussi les bonnes décisions. Et je pense que ce qui prime, c'est aussi pour ça qu'on doit être en contact. Dans tous les cas, c'est l'intérêt de l'enfant. Oui, bien sûr. Très bien, merci. Anne ? Oui, je voudrais prendre la parole. Alors, c'est pas vraiment étonnant qu'il n'y ait pas de signalement, en tout cas pour le syndrome du bébé secoué provenant des médecins généralistes, parce que, comme on l'a vu, le signalement repose sur des bilans, sur des lésions qui sont objectivées par un bilan qui est hospitalier. Donc, par contre, les médecins généralistes et tous les soignants en fait qui sont en ville, on doit être vigilants sur les premiers signes de violence et, comme on l'a dit ce matin, à ce moment-là, envoyer l'enfant à l'hôpital le plus rapidement possible. Alors après, pour ce qui est du signalement, on a dit aussi qu'il fallait faire vite. Il fallait faire vite. C'est pour ça que dans les nouvelles recommandations, il a été préconisé un premier signalement rapide sur des données médicales en disant ce bébé a été secoué, donc il faut voir ce qui s'est passé. Et après, qu'il y ait un complément de signalement par des données très intéressantes, psychologiques, sociales, etc., mais de façon à ce que ce recueil de renseignements ne retarde pas le signalement. Et comme a dit Sylvain Barbier-Sainte-Marie ce matin, si on fait un signalement très précoce en particulier, alors l'histoire classique, c'est l'enfant bien portant qui arrive chez la nourrice et vers l'heure du déjeuner, il y a un appel, l'enfant a eu un malaise et il s'est passé quelque chose. Si l'enquête est très précoce, on peut peut-être rapidement finalement montrer que les parents ne sont pas en cause, et à ce moment-là, l'enfant, dès qu'il sortira de l'hôpital, pourra retourner chez ses parents, et ça évitera ces placements longs, alors que les parents ont non seulement un enfant qui a été secoué, mais en plus ils en sont séparés. Très bien. Je crois qu'on est arrivé au terme du temps qui était dévolu à cette question. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'il y a une petite pause, c'est ça qui est prévu, avant de reprendre à 3h15. Merci à tous les intervenants et merci.